Bonjour à tous, ouverture ce matin de la grande commission mixte ivoiro-tunisienne par les premiers ministres ivoiriens et tunisiens. Au menu, la coopération entre les deux pays dans des domaines comme l'économie, l'éducation ou encore la santé. Aujourd'hui, 25 avril, c'est la journée mondiale du paludisme. Elle vise à mobiliser l'opinion publique, à faire connaître la maladie et à favoriser l'accès aux traitements et aux soins, tout en favorisant les méthodes de prévention existantes. L'épargne traditionnelle, c'est un mode d'économie propre à certains commerçants sur nos différents marchés. Chaque jour, le collecteur passe de boutique en boutique pour percevoir l'argent des commerçants. Nous en parlerons dans ce 13h. Lundi 25 avril, bienvenue dans le point de l'actualité sur RTI 1. La nouvelle est officielle, la star du rumba congolaise Papa Wemba est décédé. Dans un communiqué, le chef de l'État ivoirien a exprimé toute sa compassion au peuple congolais et à la famille de l'artiste. On note l'arrivée à Abidjan ce matin de l'épouse de Papa Wemba. 24 heures donc après, une délégation composée de la veuve de l'illustre disparu et du gouverneur de la province de Sankourou, région natale de l'artiste, est arrivée à Abidjan en fin de matinée. La délégation a été accueillie à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par les ministres de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama et les ministres de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Le commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA, était également présent. Il a donc déposé son micro à jamais. Papa Wemba s'est effondré sur la scène du FEMUA ici à Abidjan. L'artiste de 67 ans, légende de la musique congolaise et africaine, laisse derrière lui une cinquantaine d'albums. Issa Yeo et Abou Sanogo reviennent sur la carrière et la vie de l'homme. Virtuose de la musique rumba, s'en est allé le micro à la main. Il est décédé alors qu'il était en concert au Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, à Anoumambo dans la commune de Marcouri. Le destin a voulu que ce monument de la musique africaine meure hors de son pays, la République démocratique du Congo. Né le 14 juin 1949 à Libefou, dans le Sankourou, province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo, Papa Wemba fortifie sa voix dans une chorale religieuse. À la mort de ses parents, il s'oriente vers la musique populaire quinoise sous le pseudonyme de Jules Presley. Nous sommes au milieu des années 1960. En 1969, il participe à la création avec d'autres artistes du Zaï, aujourd'hui République démocratique du Congo, de Zaïko Langalanga. En 1977, il décide de faire cavalier seul. Il crée donc le groupe Viva la Musica, un label qui va l'accompagner dans toute sa carrière. En 47 ans de carrière, Papa Wemba a sorti 45 albums. Sa disparition est donc une grosse perte pour la musique congolaise et l'Afrique. Et comme un artiste ne meurt jamais, Jules Shungun Wemba Diopene Kikumba, dit Papa Wemba, continuera de vivre à travers ses nombreuses œuvres. Vive la musique! Une autre disparition qui frappe le monde de l'art et de la culture. L'artiste ivoirien Dikaël Liadé, lui non plus, ne montera plus sur scène. Son corps sans vie a été retrouvé hier dimanche à son domicile en France où il vivait depuis plusieurs années. Il s'est couché, Dikaël Liadé, le roi du polier, rythme traditionnel moderne d'origine bété. C'est un peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre tunisien est arrivé hier à Abidjan. Habib Essid entame une visite d'amitié et de travail. Il a procédé aujourd'hui avec son homologue ivoirien Daniel Cablon-Duncan à l'ouverture de la grande commission mixte ivoiro-tunisienne. Michel Digré. 14 ans après la tenue de la dernière session de la grande commission mixte ivoiro-tunisienne, les chefs de gouvernement des deux pays donnent un coup d'accélérateur à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Cette 8e session qui s'ouvre ce lundi devrait aboutir à la signature de plusieurs projets d'accord. La Tunisie offre beaucoup de potentialités, notamment donc dans le domaine du tourisme, dans le domaine disons, de la formation professionnelle, dans le domaine de l'équipement, et ils ont un secteur privé qui est de qualité. Vous savez que c'est la société Soroubat qui a continué l'autoroute entamée par le président Houphouët-Boigny
et qui relie maintenant cette autoroute d'Abidjan et Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Donc on a des hommes d'affaires tunisiens de qualité qui sont déjà en place et nous devrons pouvoir accélérer ça dans des domaines qui nous intéressent particulièrement, notamment le domaine agricole, la transformation des produits agricoles, l'agro-business, dans le domaine aussi des TIC, puisque les deux ministres tunisiens et ivoiriens sont rencontrés à plusieurs reprises. On peut développer donc les technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans le domaine des services dont on parlait tout à l'heure, le tourisme, mais aussi, disons que les infrastructures au niveau de l'aéroport, des ports, etc. Les questions de sécurité seront également au cœur de cette session. La Tunisie a été touchée par des actes terroristes. La Côte d'Ivoire a été dernièrement touchée par un acte terroriste. Nous sommes décidés ensemble pour échanger les expériences, échanger les renseignements, pour être ensemble dans la lutte contre le terrorisme qui s'internationalise. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont été initiées en janvier 1965 par les présidents Félix Houphouët-Boigny et Habib Bourguiba. Une quarantaine d'accords de coopération lient déjà les deux pays. Aujourd'hui, 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La journée sert à mobiliser l'opinion publique, à faire connaître la maladie et à favoriser l'accès aux traitements et aux soins. Il est également question de favoriser les méthodes de prévention existantes. Moussa Konaté. En Afrique, le paludisme tue chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans et met en danger des milliers de femmes enceintes. En finir pour de bon avec le paludisme, c'est le thème choisi pour la 9e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée ce 25 avril 2016. Et pour relever le défi, de nombreuses actions sont menées par le gouvernement. Gratuité des soins et distribution de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Grâce à toutes ces interventions, le taux de prévalence hospitalière du paludisme est passé de 50,17% en 2010 à 33% en 2014 avec une incidence chez les enfants de moins de 5 ans réduite de 389 pour 1000 habitants en 2011 à 280 pour 1000 habitants en 2014. Je vous exhorte donc à dormir chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action pour éviter les piqûres de moustiques. Toutes les fièvres ne sont pas source de paludisme. C'est la raison pour laquelle il faut éviter l'automédication et se rendre rapidement dans le centre de santé le plus proche et faire le test de dépistage rapide. Les examens et le traitement du paludisme simple sont gratuits pour tous et pour toutes. Dans le même ordre, nous demandons à la population de prendre soin de son environnement immédiat en rendant tous les jours son cadre de vie propre à travers la destruction de tous les lieux de reproduction des moustiques, c'est-à-dire les eaux stagnantes autour des maisons, les pots de fleurs à l'intérieur des maisons et autres. Pour marquer leur engagement dans la lutte contre le paludisme, les experts de la 35e réunion du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sont à Abidjan, une première dans un pays francophone. La célébration officielle de cette journée de lutte contre le paludisme a eu lieu ce matin à la Riviera Mbadon au centre de santé communautaire. Les spécialistes de la lutte contre le paludisme ont encore une fois exhorté les populations à respecter les mesures préventives, notamment dormir sous des moustiquaires imprégnés. En Afrique subsaharienne, le paludisme est la première cause de mortalité. Les premiers touchés sont les enfants. Ils sont 63 000 de moins de 5 ans à en mourir chaque année en Côte d'Ivoire. Les acteurs de la lutte privilégient alors les soins chez les tout-petits. Une prise en charge pédiatrique gratuite est en vigueur. Voyons comment elle se fait dans les centres de santé avec Delphine Bla. Le paludisme tue. Et malgré les progrès dans la lutte contre cette endémie, les enfants continuent de payer le lourd tribut. En Côte d'Ivoire, ce sont 63 000 enfants de moins de 5 ans qui décèdent du fait du paludisme chaque année. Pourtant, la prise en charge des enfants souffrant du paludisme est gratuite. Comment se fait cette prise en charge donc? Démonstration. Prise de la température,
test de dépistage rapide et voilà notre petit malade chez le médecin pour la consultation. La meilleure protection contre le paludisme, la moustiquaire imprégnée. La meilleure protection contre le paludisme, la moustiquaire imprégnée. Madame, ce sont des comprimés dispersibles. Donc vous donnez un comprimé matin et le soir. Mais entre les deux prises, il faut qu'il y ait 8 heures au moins. C'est compris? Bon. Et en plus de cela, bon, vous donnez médicaments pour abaisser la fièvre. J'ai passé médicaments pour donner la fièvre, pour abaisser la fièvre. Voici l'ordonnance avec ça, tout à l'heure à la pharmacie. Et puis, on vous sert. Merci, docteur. Ici, comme partout ailleurs, la prise en charge pédiatrique pour le paludisme des mineurs est entièrement gratuite. Désormais, le traitement est gratuit. Le traitement du paludisme est gratuit. Les tests de diagnostic rapide, c'est gratuit pour tout le monde. D'enfants jusqu'au vieillard, tout est gratuit. Le paludisme est la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne selon le programme Rollback Malaria, piloté notamment par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et l'UNICEF. Avec d'autres mesures, la prise en charge des enfants malades du paludisme est l'un des moyens de lutte contre cette maladie. Un moyen qui serait beaucoup plus efficace si les populations se rendaient régulièrement dans les centres de santé en abandonnant des pratiques comme l'automédication. Toujours en santé, il s'agit cette fois de la journée africaine de la vaccination. Elle sauve des millions de vies. La vaccination est largement reconnue comme l'une des interventions sanitaires les plus efficaces avec le meilleur rapport coût-efficacité. Une histoire qui a débuté au XVIIe siècle pour continuer de connaître beaucoup de progrès jusqu'à nos jours. Kadi Fadiga Fofana. L'histoire de la vaccination remonte au XVIIe siècle. Les premiers exemples de protection contre une maladie concernent la variole ou petite vérole. Pour s'en prémunir, différentes techniques sont développées à l'époque. Et dans les années 90, des progrès immenses sont accomplis dans le domaine de la vaccination dans le monde, notamment l'éradication presque totale de la polio, ainsi qu'une réduction considérable de l'incidence de la rougeole et du tétanos néonatal. Le vaccin est un produit chimique qu'on introduit dans le corps de l'homme ou de l'animal qui a pour conséquence de le protéger à court, moyen et long terme. La vaccination aujourd'hui est la meilleure recette pour avoir la santé. Le meilleur coût à la meilleure efficacité. Donc le coût-efficacité de la vaccination est au-dessus de toutes les autres prestations médicales. En Côte d'Ivoire, pour une meilleure couverture vaccinale des enfants, le PEV, Programme élargi de vaccination, a été créé. Et depuis, les enfants de 0 à 11 mois sont protégés gratuitement contre 11 maladies et dans de bonnes conditions. La seringue, avant, il fallait bouillir la seringue avant de vacciner. Bouillir la seringue, bouillir l'aiguille avec des autoclaves, des appareils automatiques, etc. Maintenant, ce n'est plus ça. La seringue et l'aiguille sont uniques. C'est une seringue autobloquante. Quand vous avez fini de vacciner l'enfant, c'est fini. Vous ne pouvez plus réutiliser cette seringue. Les vaccins, plus d'un siècle d'innovation. Aujourd'hui, ils protègent contre 26 maladies. L'autre espoir qui pointe à l'horizon, le vaccin contre le paludisme. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme sensibilise les autorités judiciaires sur les conditions de détention des prisonniers avant leur procès. L'Observatoire lance un projet. Il vise à permettre l'amélioration des conditions et surtout attirer l'attention des autorités sur la durée de détention avant jugement. Paresse se reconnaît. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, veut promouvoir les lignes directrices de Luanda, dont l'objectif est de guider les décideurs politiques et les acteurs de la justice pénale à un renforcement des capacités de la pratique en matière d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire. L'OIDH lance alors le projet monitoring des détentions avant procès en Côte d'Ivoire. La prison, c'est le domicile secondaire certain. On ne sait jamais quand on peut y aller. Raison pour laquelle, en tant qu'acteur des droits de l'homme, il nous appartient de travailler avec les autorités pour améliorer les conditions de détention. Ce n'est pas gai d'être en prison. Cette initiative bénéficie du soutien du ministère de la Justice. Des questions touchant au respect des droits fondamentaux de tout individu
en conflit avec la loi pénale sont primordiales dans tout état de droit. En Côte d'Ivoire, environ 47% des détenus ne sont pas encore jugés, selon l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA, a refermé ses portes hier dimanche. Après 5 jours d'exposition, le bilan est positif. Plus de 35 000 visiteurs et plus de 500 exposants. Patricia Omoitia. La 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a fermé ses portes dimanche soir après 5 jours d'exposition et d'échanges. Animée par 500 exposants et une centaine de pays étrangers, cette manifestation a été marquée par la visite de 35 000 personnes provenant de différentes régions de la Côte d'Ivoire, selon le commissaire général du CITA. Un chiffre en hausse de 10% par rapport à l'édition précédente. Des régions qui ont un potentiel touristique sont venues. C'est plus de 12 régions sur les 31 régions en Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits d'une part de voir que malgré ce qui s'est passé à Bassam, les gens ont envie de redécouvrir leur tourisme. Dans le cadre de cette 6e édition, public et exposants ont eu l'occasion de découvrir des nouveautés dans les produits touristiques nationaux. L'exposition pour nous, ça a été vraiment incroyable. Je suis extrêmement content. J'ai aimé les jeux, puis les télévisions, tout intéressant. Je suis vraiment touché surtout par les décors et puis la présentation telle qu'est présentée les régions de la Côte d'Ivoire et puis aussi l'ambiance et la sécurité surtout. Activités touristiques, dégustations, moments privilégiés entre amis et partenaires, des instants mémorables avant de se donner rendez-vous pour la prochaine édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. 6e édition de l'Africa IT et Télécom Forum 2016. 400 participants de 30 pays ont échangé sur la question du développement numérique sur le continent africain. Ces assises sont placées sous le signe de la maturité pour une forte impulsion des innovations techniques. Salima Toudia et Francis Boifo. Comment faire du numérique un levier de croissance pour les économies africaines? Quels mécanismes et approches pour accélérer la cadence de déploiement des TIC? Des questions débattues par 400 participants venus de 30 pays à l'occasion de la 6e édition de l'Africa IT et Télécom Forum 2016. Une plateforme qui a conduit aux échanges et collaborations entre acteurs publics et privés sur le secteur de la technologie numérique. Ce forum a permis également au ministre de tutelle, Bruno Nabagné-Koné, de partager sa vision du développement numérique à travers des projets visant à impulser l'innovation numérique. Nous venons dernièrement de mettre en place un fonds qui est une fondation en réalité, qui est la fondation Jeunesse Numérique. Jeunesse Numérique va être accompagnée de ressources publiques, mais surtout va être accompagnée par des privés que nous avons nous-mêmes au niveau de l'État, dotés à travers les structures sous tutelle d'un fonds initial de 500 millions de francs CFA. Présent à ses côtés lors de ce forum d'échange, son homologue sénégalais Yaya Abdoul Khan. Il appelle à la création d'un environnement favorable à travers une collaboration fructueuse entre les États. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont beaucoup de choses en commun. Notamment, vous avez vu les différents projets qui ont été présentés. Il y a des similitudes. Et nous allons travailler pour renforcer la coopération entre les différents États, notamment à travers les ministères. Des recommandations ont été faites. Des mécanismes et stratégies également mis en place en vue de favoriser l'émergence du numérique à l'horizon 2020. L'épargne traditionnelle, un mode d'économie propre à certains commerçants sur nos différents marchés. Chaque jour, le collecteur passe de boutique en boutique afin de percevoir l'argent des commerçants. Et c'est après un mois que la somme collectée leur est remise, avec en moins la commission du collecteur. Cette façon particulière de faire de l'épargne est-elle légale? Quels sont les risques qu'elle comporte? Jean-Jacques Kwame. Ce jeune qui a décidé de garder l'anonymat accomplit ce geste tous les jours. Il parcourt 3 marchés du district d'Abidjan pour faire signer ses cartes. Je prends une carte, comme ça, ça fait un peu quoi j'ai. Elle me donne chaque jour 1000 francs par jour, jusqu'à ce qu'elle finisse tous les 30 carreaux. Les 30 carreaux font 30, les 30 000 francs font 30 000. Maintenant, je lui donne 30 000 et elle me donne 1000 francs pour me remercier comme salaire.
Ces collecteurs d'argent de plus en plus nombreux sur les marchés sont très appréciés par les commerçants. Je fais ça pour pouvoir épargner des petits jetons journaliers au fait. Tu vas au marché ou bien la journée, tu as au moins quelque chose au lieu de dépenser. Tu peux même lui donner 2 000, 3 000, 5 000, ça dépend de ce que tu peux avoir par jour. À tout moment, quand j'ai besoin de mon argent, je l'appelle et puis il envoie mon argent. Bon, ok, à la banque là, si je vais à la banque déposer mon argent, pour aller prendre l'argent aussi, c'est pour aller passer toute ma journée, perdre de temps. Face aux dispositions contraignantes des banques ou pour éviter les longues files d'attente, ces commerçants d'Abobo ont décidé de faire confiance à ce collecteur d'argent, et cela depuis 5 ans. Depuis il est là, il n'a jamais parti à un autre argent. C'est 500 on paye par jour. Et puis quand on paye 500 là, il en a ses 500 et puis il envoie notre argent. Ils vivent dans le marché. Nous. Chaque matin, ils viennent encaisser. On leur donne souvent même 2500. Moi, j'ai signé ma carte à 2500 par jour. À la fin du mois, ça me fait 75 000. Ils enlèvent leurs 2500, c'est mieux. Bidi, vendeur de produits d'entretien, garde un mauvais souvenir de ce système d'épargne. J'ai été victime plusieurs fois. Il s'est présenté avec son petit sac. On lui donne l'argent, 1000 francs, 2000, 3 francs. Un bon matin, on va chez lui, on casse la maison, tout est vide. Que dit la loi ivoirienne sur les collecteurs d'argent? Les précisions de la spécialiste. Nulle part je n'ai vu que cette pratique est admise par la loi. Mais toujours est-il que tout le monde le sait, c'est une pratique qui date de longtemps et qui est pratiquée par beaucoup de personnes. Tant qu'il n'y a pas de problème majeur et que ces bénéficiaires se sentent mieux, n'est-ce pas, dans cette pratique, je pense que c'est une solution, n'est-ce pas, à la problématique de l'accès au financement. En attendant que ces commerçants s'inscrivent dans le système financier formel, ils continuent de se fier à ce système d'épargne traditionnel qui, jusqu'à présent, a su gagner leur confiance. Lutte contre la pauvreté à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les 72 meilleurs projets ont été identifiés et leurs détenteurs viennent de recevoir les fonds pour se lancer. Thérèse Yoboué. La cérémonie de remise des chèques s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Son pays est partenaire financier du projet à travers le Fonds des objectifs de développement durable. Sur 133 plans d'affaires traités par un comité de sélection, 72 bénéficient de financement. Un financement allant de 500 à 19 millions de francs CFA. On a eu l'occasion de rencontrer des bénéficiaires des projets. Et vraiment, j'étais très heureux de voir comment les dames qui travaillent dans la culture ou les personnes qui travaillent dans la clinique juridique, par exemple, se sont appropriées de ces initiatives. Les nouveaux bénéficiaires attendent les premiers décaissements effectifs pour démarrer leur projet. Dans notre projet, c'est de faire élevage de la paix. Et Dieu merci, ça a réussi. Nous sommes en train de faire, on a commencé. Pour difficultés, on a problème de moyens, mais je sais que tout va rentrer en ordre. La coopérative est une coopérative de production, de transformation de paddy en blanchi et de commercialisation de riz blanchi. Jusque-là, le riz n'est pas transformé et nos membres sont obligés de vendre le paddy à un prix très dérisoire. Avant la remise des chèques, une réunion de comité de pilotage présidée par le préfet des régions a eu lieu. Le point a été fait à cette occasion. Des ratés, mais des satisfactions et de l'espoir pour l'avenir. Des projets mis en œuvre avec l'appui de l'ANADER ont commencé à donner des résultats. Cependant, il reste des moyens additionnels des responsables du programme. La campagne 2016-2017 de la filière coton s'ouvre le mois prochain. Le bilan de la campagne précédente n'est pas fameux. La production nationale a connu une chute de 30%. Les producteurs se mobilisent donc pour la réussite de la nouvelle campagne qui s'ouvre en mai prochain. Charles Tatou. 310 000 tonnes, c'est la production nationale du coton-graine au titre de la campagne 2015-2016. Une production en dessous de celle de la campagne précédente qui était de 450 000 tonnes, soit une baisse de 30%. Plusieurs raisons sont évoquées, notamment les produits phytosanitaires inadaptés à la culture du coton et le changement climatique. 90% des paysans ont dit que le produit insecticide ne répond pas aux critères. Et la semence qu'on a, elle est purement vieille. Ce qui a
tout changé et qui a fait qu'on a beaucoup perdu, ce sont les pluies du mois d'octobre. Et le cotonnier est une plante pérenne. À Korogo, comme dans les autres zones de production, les producteurs ont été sensibilisés à s'impliquer davantage dans la relance de la production. Occasion pour les responsables de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton de rassurer les producteurs. L'État a toujours soutenu la filière coton. Il fallait au moins avoir des arguments, les présenter à l'État et au CCA, surtout pour le déficit de production que nous avions eu. Donc ça sera maintenant à tout le monde de tirer les leçons et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder en fait le cap pour la campagne prochaine. La Côte d'Ivoire occupe le 3e rang dans la production du coton reine en Afrique au sud du Sahara. Pour l'horizon 2018-2020, le pays ambitionne d'arriver à une production cotonnière de 600 000 tonnes. Renouvellement du permis de conduire, le ministère des Transports porte à la connaissance des usagers qu'il ne doit y avoir en circulation qu'un seul type de permis de conduire. Le coût du changement du permis est de 10 000 francs CFA. Passé la date du 31 décembre 2016, le seul permis de conduire en circulation sera celui au format carte de crédit biométrique de couleur verte. Le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire rend hommage aux victimes de l'attaque de Grand Bassam. Une marche a suivi d'un dépôt de fleurs sur les lieux de l'attentat. Francis Boifo. Au terrorisme, nous sommes Bassam, Bassam restera debout. Des mots en soutien aux victimes de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Ce samedi, le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire a organisé une marche suivie du dépôt d'une gerbe de fleurs pour condamner cette attaque qui a coûté la vie à 19 personnes. La plupart de ceux qui sont tombés ce jour-là sont nos clients et sont nos passagers. Au-delà de cette appartenance professionnelle, nous sommes venus dans toute notre composante pour présenter notre condoléance à la nation, nous incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés et dire à la population que la Côte d'Ivoire reste courageuse et que le secteur du transport continuera de faire tout ce qui est possible pour que véritablement les populations se déplacent sans avoir peur. C'est un sentiment de réconfort. On peut compter sur toute la Côte d'Ivoire, sur nos amis transporteurs. Aux côtés des transporteurs, la représentante du ministre des Transports pour dire la volonté de l'État à combattre le terrorisme. Le ministre des Transports m'a chargé de dire aux transporteurs, aux conducteurs professionnels, aux auxiliaires de transport que le gouvernement compte sur eux pour la lutte contre le terrorisme. C'est dans les gares routières qu'il y a les brassages de toutes sortes de populations émanant de tous les pays de la sous-région. Avec leur concours, ils peuvent éclairer nos forces de l'ordre. Conscient de ce que le danger peut venir de partout, le Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire s'est engagé à collaborer avec les forces de l'ordre. La sous-préfecture de Niédié-Kaha, dans le département de Niakara, a bénéficié d'un projet de logements sociaux. Construit pour les personnes à revenus modestes, ce projet est le fruit d'un partenariat entre les cadres de l'Association pour le développement du village et l'ONG Habitat for Humanity Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. Des logements d'une valeur de 6 millions de francs CFA chacun pour des personnes à revenus modestes de la sous-préfecture de Niédié-Kaha. Nous sommes dans le département de Niakara-Mondougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. C'est une initiative de l'ONG Habitat for Humanity en collaboration avec les cadres de l'Association pour le développement de Niédié-Kaha. En effet, étant des cadres de l'administration ou du privé, nous avons les possibilités de nous offrir un logement décent. Mais à quoi sert-il d'avoir un logement décent et voir ses parents souffrir dans la précarité? Le directeur national de Habitat for Humanity Côte d'Ivoire a par ailleurs annoncé que son ONG a lancé un projet Solid Ground pour l'accès au terrain aménagé pour les couches défavorisées, afin que celles-ci bénéficient d'une assistance logement. Niédié-Kaha abritera la phase pilote de ce projet. Toutefois, Jean-Jacques Yao a tenu à éclairer l'assistance. Habitat for Humanity, ce n'est pas seulement les logements. Habitat, c'est aussi des programmes de formation. Des programmes de formation en éducation. Des programmes de formation à l'hygiène. Des programmes qui permettent à chacun, à nos concitoyens, d'avoir les moyens nécessaires pour se prendre en charge. Koulibaly Lemehe, sous-préfet de Niédié-Kaha,
a salué ce projet qui participe au développement des communautés rurales. Il a encouragé également les cadres à multiplier les actions en faveur des populations villageoises afin d'améliorer leurs conditions de vie. Élection présidentielle hier en Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 36 ans, est candidat à sa propre succession. L'opposition a appelé à boycotter le scrutin car le candidat du pouvoir serait assuré de remporter l'élection. Président depuis 1979, Teodoro Obiang Nguema, âgé de 73 ans, est chef d'une coalition de 10 partis politiques. Il est reconnu comme le doyen par la longévité au pouvoir des chefs d'État africains. Merci de rester avec nous sur RTI 1 en ce début de semaine. Très bonne journée à tous.